Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la vidéo d'hier dans laquelle on faisait un bilan de tout ce qui s'est dit sur le PSG pendant la trêve internationale. Aujourd'hui on va revenir au cas par cas sur ce qui s'est passé pour nos joueurs, on va se projeter sur le match contre Strasbourg, ce sera samedi soir au Parc des Princes, on va parler mercato, mais commençons par l'info de la journée publiée sur Twitter dans l'après-midi. C'est une exclusivité Abdelhaboulma qui a dévoilé en premier l'accord entre Luis Enrique et le PSG pour, vous l'avez compris, la fameuse prolongation dont on parle depuis des mois. Le PSG faisait filtrer une volonté de prolonger son entraîneur alors qu'on était encore en lice en Ligue des Champions l'année dernière. Je crois que ça a commencé à filtrer quand on était en quart de finale contre le FC Barcelone. De son côté, Luis Enrique, par certains médias espagnols qui, à des moments, avaient des infos sur l'état des négociations, a sûrement fait filtrer une volonté donc réciproque de prolonger. Bon, Nasser, lui, quand il prend la parole dans les médias, c'est pour dire qu'il a le meilleur entraîneur de la planète sur le banc et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, ça devrait se concrétiser dans les prochains jours, voire semaines, avec donc le contrat actuel qui court jusqu'en juin 2025, donc à la fin de la saison, prolongé pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2027. Cette info a été confirmée par Le Parisien et RMC. Je crois que Le Parisien ne confirme pas la durée du nouveau contrat. Fabrizio Romano, il est arrivé en dernier, mais lui, il a carrément dit que c'était signé. Ça y est, les documents sont paraphés, c'est bouclé. Il y a des négociations aussi pour une prolongation de Luis Campos, mais c'est pas fait, c'est encore en train de se discuter, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Donc 2027. 2027 pour Luis Enrique. S'il va au bout de ce nouveau contrat, il sera l'entraîneur parisien avec le record de longévité durant l'RQSI. Ça fera 4 saisons complètes pour lui, alors que le record actuel est détenu par Laurent Blanc, qui est resté 3 saisons pleines sur notre banc. Bon, on n'en est pas là, bien sûr. Luis Enrique, PSG 2027, c'est assez loin. Voilà. On va déjà essayer de se qualifier pour la phase finale de cette Ligue des Champions, faire une bonne saison avec la Coupe du Monde des clubs qui tient à cœur. Ça aussi, ça va être quelque chose d'important. Bien sûr, Nasser en fait vraiment la promo, le club aussi, donc cette compétition en juin prochain, je pense qu'elle va être très importante aux yeux du club, même si elle n'a toujours pas de diffuseur. Donc peut-être que ce qui avait été promis au club en matière de rétribution, donc c'est vrai que c'était très lucratif financièrement, sera revu à la baisse. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur pour cette compétition. Il peine à trouver. Donc voilà. Bon, revenons sur la prolongation de Luis Enrique. Personnellement, je me range parmi ceux qui pensent que c'est une bonne nouvelle. Voilà, un petit peu de stabilité. Alors, Luis Enrique, bien sûr, est un entraîneur, une personne aussi très clivant, voilà, bien sûr, qui fait du coup le contexte médiatique autour de lui un peu dramatique, un peu voilà pamphlétaire à chaque fois qu'il y a une défaite. Donc je comprends qu'il y en ait certains qui critiquent ce choix. Alors, l'entraîneur, c'est vrai que parfois il est difficile à suivre, mais il reste à mes yeux quand même assez passionnant. Voilà. Je suis de ceux qui regardent toutes les conférences de presse et qui donc, la plupart du temps, est bassiné par les questions des journalistes, mais aussi ses réponses. Parfois, il leur manque de respect clairement, mais il y a d'autres moments où il développe, voilà, où il est très intéressant, où c'est un entraîneur passionnant à écouter. De tête, la conférence d'avant-match contre Nice, notre dernier match en fait, celle du samedi d'il y a 15 jours du coup, était très passionnante. Voilà, c'était celle en plus qui avait suivi l'accrochage avec la journaliste de Canal+ après le match contre Arsenal. Donc voilà, il s'était vraiment livré, il avait parlé de sa méthode. Donc voilà, je fais pas partie de ceux qui auront une vision absolument absolutiste de Luis Enrique. Pareil sur le côté tactique. Je pense que c'est un entraîneur moins dogmatique qu'on veut nous le laisser penser. Il est en recherche perpétuelle de solutions, voilà, d'adaptation pour mettre les joueurs dans les dispositions les meilleures pour faire gagner l'équipe. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à prendre en compte aussi, c'est le montant des poteaux. Tout simplement, cette statistique ahurissante, en 2024, on a touché 31 fois les montants, ce qui est un record en Europe. En Ligue des Champions, on en a touché 12 des poteaux. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est un dossier où on se dit que l'entraîneur fait son taf, qui est de mettre les joueurs en position de frappe, de créer les circuits de passe et tout ça pour arriver devant le but. Mais après, voilà, sur les gestes de finition,
c'est du ressort individuel en fait des joueurs. C'est comme Kolo Muani. Kolo Muani, on peut dire que il bénéficie pas d'un contexte très en phase avec ses qualités, mais Kolo Muani, si tu prends les occasions franches qu'il a loupées depuis le début de saison, c'est un des attaquants qui en loupe le plus en Ligue 1. Voilà, c'est une stat qui était passée pendant la trêve. Bon, là-dessus, Luis Enrique, je pense qu'il n'y peut pas grand-chose. Voilà, même s'il y a la spirale de la confiance de l'attaquant, machin, je pense quand même que c'est plutôt du ressort du joueur. Pour ce qui est de l'homme, déjà, c'est quelqu'un que je respecterai toujours énormément pour le courage et la dignité avec lesquels il parle du décès de sa fille. Encore là, dans son reportage sur Movistar Espagne, machin, il en a parlé avec une aisance absolument déconcertante, voilà, qui témoigne d'un gros courage. Donc il y a la fondation, il y a tout ce qu'il fait pour ça. Donc ça fait, c'est quelque chose qui, me force le respect envers lui. Après, il y a d'autres facettes de la personnalité que je ne nie pas. L'ego surdimensionné, le fait qu'il veuille des joueurs qui sont tous derrière lui, pas de star, pas de vague, c'est lui la star de l'effectif, c'est lui le leader, ça j'y crois. Ça, je crois que, aujourd'hui, on a peut-être plus de stars sur le terrain, plus d'ego surdimensionné sur le terrain, mais par contre, il est sur le banc, l'ego. Voilà. Et c'est le chef de cette équipe. Donc voilà, après, je trouve aussi qu'il est capable de se remettre en question. Et au final, à chaque fois, de toute façon, il finit par faire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans les médias, machin. Alors, est-ce que c'est sous leur influence ou est-ce que c'est parce que ils voient un peu la lumière, mais typiquement, Gonzalo Ramos, titulaire en demi-finale retour face à Dortmund, alors que tout le monde le demandait. Plus récemment, Nuno Mendes plus haut contre Nice, sans pour autant que ça donne quelque chose de très concret. Mais voilà, avec le schéma João Neves, par exemple, qui est troisième défenseur sur les relances. Voilà, c'était une innovation lors du dernier match. Peut-être qu'elle va continuer face à Strasbourg en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense pas que ce soit l'entraîneur dogmatique qu'on nous peint dans les médias. Et ensuite, si on voit le verre à moitié plein, au PSG, il y a Luis Campos, il y a Luis Enrique, mais il y a aussi Nasser. Et Nasser, vous connaissez ma position sur lui. Pour moi, c'est le plus gros poison du PSG. Voilà, c'est le principal problème. Le faire partir, serait la solution à pas mal de nos problèmes. Malheureusement, c'est absolument impossible. Voilà. Et donc, le fait de voir Nasser tout content donner les clés du camion à Luis Enrique, un entraîneur tout puissant, machin, je préfère ça plutôt que Nasser qui fait ses dingueries. Voilà. Cet été, il s'est calmé. L'été dernier, il avait fait Kolo Muani le dernier jour du mercato. Bon, là, il a vraiment donné les clés du camion. Il a vraiment confiance en son entraîneur. Donc, je préfère que ce soit Luis Enrique à la tête, machin, des mercato trucs, plutôt que les dingueries de Nasser. Voilà. Si Luis Enrique peut nous éviter le plus de dingueries possible par Nasser, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et je pense que c'est le cas. Donc ça, c'est un élément de réflexion qui m'a traversé l'esprit. Bon, l'objectif immédiat tactique là, pour revenir un peu sur l'actualité immédiate, donc sur les matchs contre Strasbourg, PSV Eindhoven et tout ça, je pense que c'est améliorer le milieu de terrain. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Ça va être l'enjeu numéro 1 pour moi sur cet enchaînement de matchs qui arrive. Au milieu, retrouver du dynamisme, retrouver de la projection, défensivement, gagner des duels. Ça va commencer dès samedi, parce que Strasbourg, ils font un pressing en 1 contre 1. Donc voilà, 1 contre 1, c'est des duels à jouer, des duels à gagner. Donc ça va être très rapide. On va être dans le bain. Ce poste de relayeur gauche est très important aussi pour essayer de diversifier cette équipe. Luis Enrique à ce poste tâtonne beaucoup. On a vu lors du dernier match Vitinha rentrer un cran plus haut aussi. On a vu Fabian Ruiz, João Neves se succéder à ce poste. Donc c'est vrai que là-dessus, il va y avoir un vrai enjeu, voilà, parce qu'il faut absolument que notre milieu se projette un peu plus, soit dans les circuits de passe et à la récupération plus présent. Je pense que c'est l'axe de progression majeur de l'équipe. Après,
Bien sûr, comme je le disais plus tôt, la finition aussi. Mais ça, je suis intimement convaincu que ça reste quand même du ressort individuel des joueurs. Et à un moment donné, quand tu touches 31 fois les montants, je pense que ce n'est plus un hasard. On a de vrais défauts. L'effectif est mauvais à la finition, en fait. Voilà. C'est pas un manque de chance. Je pense qu'il y a un vrai défaut. Bon. Après, Barcola s'est trouvé une spéciale qu'il a encore fait péter contre Israël, donc ça fait plaisir. Revenons sur un article publié par l'équipe il y a une semaine et demie sur Kolo Muani. Et à l'intérieur de cet article, ils disent que le PSG pourrait être actif cet hiver au mercato sur le poste de latéral. Sur le poste de latéral, plutôt à gauche, et je suis absolument d'accord. Beraldo, évidemment que c'est pas bon, voilà, dans les 1 contre 1 en matière de vitesse. Même avec le pied, il y a une dinguerie par match. C'est dommage parce qu'il va avoir des bonnes séquences, mais il va tout gâcher avec une erreur grossière qui va donner une bille à l'adversaire. Lucas Hernandez va revenir de blessure, ça peut être une solution, mais sa saison dernière, je ne l'oublie pas en fait. Je n'oublie pas Lucas Hernandez. Alors le paradoxe, c'est qu'il se pète contre Dortmund en étant central. En étant central et en faisant une erreur, parce que sur l'action, sur Fulcruc, le but où il se fait les croisés, Lucas, il gère mal la profondeur. Il y a un vrai défaut de gestion de profondeur. Et donc, il en vient à faire cet appui pas maîtrisé. Bon, je le préfère quand même en tant que central. Même si contre Dortmund, ça n'a pas été fameux, et ça a été à l'origine de la blessure. En tant que latéral, il y a beaucoup de matchs où où dans les 1 contre 1, il est pris. J'ai été très déçu en matière de vitesse aussi par Lucas Hernandez de la saison dernière. Donc c'est vrai qu'un latéral gauche, évidemment, ne serait pas de trop, surtout que Nuno fait un début de saison plutôt moyen. Donc limite, un concurrent. Alors, c'est très difficile au mercato hivernal d'avoir un joueur qui va titiller Nuno Mendes, mais pourquoi pas l'été prochain. Pourquoi pas l'été prochain parce que c'est vrai que sur ce rôle-là, Nuno fait un début de saison où l'excuse du retour de blessure se périme de plus en plus, parce que ça commence à faire longtemps qu'il n'est plus blessé. Donc voilà. Après à droite, bon, je suis un peu plus réticent déjà parce que Hakimi est fiable. J'ai plus confiance en Hakimi qu'en Nuno quant au fait d'être sur le terrain. Voilà. Et le rôle est très spécifique. Limite, tu recrutes un milieu de terrain, ça a plus de sens que si tu recrutes un latéral droit de métier en fait pour suppléer Hakimi. Donc voilà. Luis Enrique avait refusé un latéral d'un grand club en fin de mercato dernier. Ça, c'est une info qui a été beaucoup relayée. Bon, c'est très bien, normalement c'est Joao Cancelo de City. Alors à quel point il l'a refusé pour les supposés problèmes de comportement que Cancelo poserait dans un vestiaire. Personnellement, j'y crois peu, parce qu'en fait, si tu le prends sur un prêt d'1 an, Cancelo n'a jamais posé de problème sur la première année, en fait. À chaque fois, c'était sur la durée, au bout de 2 saisons, 3 saisons. Bon, voilà. Après, le joueur est bon sur le terrain. Pour 1 an, prêt sans option d'achat, j'aurais vraiment pris. Il y a Thiago Santos que j'aime beaucoup à Lille, franchement. Mais il s'est pété, il s'est fait les croisés avant-hier à l'entraînement. Et pour un joueur qui repose sur son punch, son jeu est très énergique, c'est vrai que se faire les croisés, ça va poser un vrai enjeu quand il va revenir. On espère qu'il n'aura rien perdu de sa vitesse et explosivité. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait que sur ce poste-là, pour moi, c'était peut-être ma priorité numéro 1. Du coup, c'est mort. Donc voilà. Après, au poste de latéral, faire une priorité, je suis d'accord. Cet effectif, pour moi, manque aussi cruellement d'un joueur explosif devant, d'un ailier typiquement. Là, je pense qu'on a vraiment besoin d'un ailier. Il y a Chelsea, évidemment, qui ont une quinzaine de joueurs sous contrat en attaque. Christopher Nkunku qui a sous-entendu pendant la trêve internationale un potentiel retour au PSG. Il a dit qu'il nous suivait encore et tout ça. Bon, ça peut être une piste. Mais je pense qu'on peut se faire prêter un joueur de Chelsea cet hiver. Comme on avait essayé, alors sans réussir, du coup c'est un mauvais exemple, mais Hakim Ziyech, rappelez-vous, il y a 2 ans, le sketch absolument lunaire de cette fin de mercato. Mais là voilà, il y a possibilité pour moi de faire nos courses dans le cadre d'un prêt du côté de Chelsea. Et j'irai à fond parce que c'est vrai que devant, on a quand même de sacrés manques. Toujours sur le mercato, il y a Paul Pogba
bien sûr, hein, qui va reprendre du coup, après donc 13 mois de suspension. Donc il devrait être libre. Hein. La Juventus, ils ont tout fait pour se séparer de Federico Chiesa tout l'été, forcément, parce que Chiesa était beaucoup blessé, très irrégulier. Forcément, s'ils ont fait ça avec Chiesa, ils font pareil avec Pogba, ils en veulent pas, ils vont rompre le contrat, et donc il sera libre de tout contrat. Et ce qui va rester en Europe, ça parlait de lui à l'OM, parce que Patrice Evra en a parlé. Il y a des supporters parisiens qui le voudraient. Alors, bien sûr, moi je le voulais à l'époque, 2021, quand il était ciblé, là, que ça parlait de le recruter pour 60 millions d'euros, je le voulais. Voilà. C'était un moment où il n'y avait pas eu toutes les histoires de séquestration, maître chanteur, marabout, machin, des histoires absolument sordides. Mais là maintenant, du coup, du fait de ces histoires, je vois pas comment Pogba pourrait revenir vivre en région parisienne. C'est comme N'Golo Kanté à Rueil-Malmaison, voilà. Après, le joueur en lui-même n'a pas joué depuis 13 mois. En soi, c'est pas énorme, 13 mois. On a plein de joueurs, enfin, Kimpembe, voilà, Lucas Hernandez, ça va faire quasiment un an de blessure. Nuno aussi qui a été blessé pendant très très longtemps. Donc en soi, c'est pas énorme, 13 mois sans jouer. Mais sur la saison avant sa suspension, il avait joué même pas 200 minutes. Rappelez-vous, il avait loupé la Coupe du Monde. On l'avait affronté 2 fois, par exemple, en phase de poule. Rappelez-vous, les 2 matchs contre la Juve, bah, les 2, on les gagne 2-1. Il n'est pas là, à aucun des 2. Parce qu'il est blessé à chaque fois, des blessures différentes. Donc voilà, il enchaînait les petits pépins physiques. Pour le salaire, c'est beaucoup trop. Donc non, je suis évidemment contre Paul Pogba, même si bien sûr, bah voilà, quand il est au top niveau, c'est un joueur absolument extraordinaire. Ma génération, on a grandi avec le Paul Pogba de 20-21 ans à la Juve, enfin voilà, qui fait la leçon au Bellingham actuel et tutti quanti, parce que vraiment c'était extraordinaire, tout simplement le prototype du milieu absolument parfait, Pogba. Le Pogba de la Coupe du Monde 2018, pareil, voilà, une des performances les plus sous-cotées en équipe de France sur cette Coupe du Monde. On parle d'Mbappé, Varane, Griezmann, mais Pogba, voilà, enfin, sa finale notamment, c'est un joueur avec lequel on a énormément de très très bons souvenirs, mais malheureusement, j'ai pas envie que tout ça soit écorché par une venue au PSG qui, selon moi, serait un peu... C'est comme Messi, quoi. C'est comme Messi. Bah, aujourd'hui, quand je suis au bar et que y a le débat machin sur Messi, bah, en fait, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il est venu au PSG, quoi? D'un côté, il y a le meilleur joueur de l'histoire, parce que je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire, qui a joué sous nos couleurs, mais ça s'est tellement mal passé d'un côté comme de l'autre, hein, et plus du côté de Messi que du PSG, bien sûr, évidemment, qu'en fait, bah voilà, tu en viens à regretter ça, quoi. Ça a entaché complètement, voilà. Donc bon. Avec Pogba, je veux pas vivre ça. Bref, Skriniar, la Juve s'y intéresserait. La Juve s'y intéresserait pour un prêt cet hiver. Hein. Alors évidemment, un prêt. Hein. Nous, le joueur, on n'en veut plus. On aimerait le faire partir. Bon, alors il y a Kalulu à la Juve qui commence à performer au poste d'axial droit. Donc Skriniar, s'il vient, je sais pas trop où est-ce qu'il jouerait. Il a un giga salaire. Selon les médias, c'est 13 millions. Donc bien sûr, ça compte la prime à la signature, comme on l'a eu librement, qui est donc lissée sur le contrat qu'on lui a donné. Je pense que ça va être très compliqué de le faire partir à la Juve dès cet hiver. Hein. La Juve de Motta d'ailleurs, hein, 2027, le contrat de Luis Enrique, il coïncide avec celui de Thiago Motta à la Juve. Les deux auront leurs contrats respectifs qui se termineront au même moment. Et on sait très bien que Motta, il y a un moment où il viendra au PSG. Et c'est pour ça que j'aimerais garder Luis Enrique le plus longtemps possible pour poser les bases d'un projet sain sur lequel Thiago Motta capitalisera. Parce que lui, pour le coup, Motta, au-delà de son histoire personnelle avec le PSG, je suis persuadé que c'est le genre de joueur qui a réussi complètement sa reconversion en tant qu'entraîneur et sera un excellent entraîneur. J'ai plus de réserves, par exemple, sur un Vincent Kompany. Donc voilà. Et puis bien sûr, c'est un projet de jeu, Thiago Motta, qui plaît. Les principes tactiques de Motta, c'est ceux qui plaisent aux Qataris, voilà, pour le PSG. Donc voilà. Mais sur Skriniar, ce sera compliqué. Colomani a été plutôt bon avec les Bleus, hein, 2 buts, une passe décisive. Il a joué 2 fois 90 minutes, même peut-être devancé Thuram dans la hiérarchie chez les Bleus, pour le poste de numéro 9 remplaçant, donc c'est très bien pour lui. Après, au PSG, des matchs en 9, il en a eu. Le dernier face à Nice, où il sort à la mi-temps. Comme je le disais plus tôt, il loupe un nombre d'occasions franches qui est assez folle.
Et donc, à un moment donné, j'en attends plus aussi de sa part, en fait, au club. Alors, il y a eu une info comme quoi Manchester United aurait fait une offre à 70 millions. Alors, les mecs nous ont donné 50 pour Ugarte, ce qui est exceptionnel quand on voit ses débuts. Il est critiqué de partout, Ugarte, et c'était annoncé sur la chaîne YouTube cet été. Il n'est pas du tout fait pour la Première Ligue. Kolo Muani, je pense qu'on peut faire sensiblement la même analyse. Après, 70 millions, là, j'y crois pas. Enfin, franchement, je crois pas à ça. C'est pas possible. Je veux pas y croire, du moins. Je veux pas croire que United soit des pigeons à ce point-là. Donc, on va voir. Alors, c'est le podcast Coat Offside là qui a dit ça. Pour moi, c'est n'importe quoi. Alors, il y a quand même, dans l'article de l'équipe auquel je faisais référence un peu plus tôt dans la vidéo, il est dit que la posture de son entourage a évolué, puisque maintenant, ils disent pas qu'il veut absolument rester et s'imposer, ils disent que lors des prochains mercatos, il se conformera aux exigences du club. Mais du côté du club, pour l'instant, on n'a pas décidé d'un départ ou non. Donc voilà. Dembélé, alors lui, Dembélé, il a enchaîné 2 titularisations. Je pense que ça, c'est une conséquence directe de la non-venue du grand capitaine, grand leader Mbappé qui saute la trêve internationale. Du coup, Dembélé a joué les 2 matchs en tant que titulaire. En plus, il n'a pas forcément été très bon. Donc, c'est un des joueurs où on a le moins gagné. Typiquement, contre Strasbourg samedi, je ne le titularise pas. Il a joué les 2 matchs, on va pas le faire enchaîner. Préservons-le pour le PSV et Marseille. Voilà. Barcola, lui, il est entré contre Israël et il a été titulaire contre la Belgique. Il a mis un but contre Israël avec sa spéciale et il a provoqué un penalty contre la Belgique, donc très bien. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Je crois qu'il fait partie du top 3 des maillots de l'équipe de France vendus sur cette trêve internationale. Donc c'est assez exceptionnel. En plus, il a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. Heureusement que le lead PSG s'est joué le 1er septembre. Parce que au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il met pas un pied devant l'autre sur le mois de septembre. Enfin, il y a quasiment, à part Rennes, il n'y a aucun match où il est bon. Reims, il est cataclysmique. Nice, c'est quand même très compliqué. Et j'avais oublié du coup que le LOSC PSG s'était joué le 1er septembre et du coup ça compte. Ce soir-là, il avait été très bon. Warren, il a joué qu'1 minute contre Israël et je pense qu'il y a un vrai enjeu d'ici à la prochaine trêve internationale pour lui de préserver sa place en équipe de France. Parce que Rabiot n'était pas convoqué là, mais pourrait l'être en novembre, s'il enchaîne avec Marseille. Alors N'Golo, il n'est pas venu parce qu'il était un peu blessé. S'il n'est pas blessé, peut-être qu'il va revenir. Aujourd'hui, on a une info comme quoi Enzo Mio, le milieu de Stuttgart, sera convoqué par Deschamps en novembre. Donc ça fait beaucoup de monde dans le même secteur que Warren. Je pense que sa place est un peu en danger pour le prochain rassemblement. Et donc, au PSG, il va falloir qu'il se bouge. Ça fait raison de plus pour lui de se bouger, même si je trouve pas son début de saison aussi mauvais qu'on veut nous le faire croire. Vitinha, il n'a pas joué le premier match avec le Portugal, il a joué le 2e contre l'Écosse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en tant que relayeur gauche, et il a été très bon contre un milieu de l'Écosse qui était physiquement robuste. Voilà, ils sont physiques, ils sont athlétiques, les Écossais. Et Vitinha, il a été très bon. Donc ça fait plaisir. Moi, je pense que pour le revoir bon au PSG, ça passe par un poste plus haut. Même si sur le match contre Nice, son entrée a été pas très bonne, justement, plus haut. Peut-être, pourquoi pas, le remettre à ce poste de relayeur gauche. Et peut-être aussi parce que João Neves a plus de repères, je pense, plus bas sur le terrain en tant que numéro 6. Lui, Neves, c'est la tendance inverse. Il a joué 0 minutes avec le Portugal sur cette trêve internationale. Donc il revient peut-être avec une certaine forme de frustration qu'il faudra évacuer. Après, il s'est reposé, donc ça fait plaisir. Il s'est reposé. Nuno, lui, il a joué les 2 matchs. Il a été plutôt bon. Passe D contre la Pologne. D'ailleurs, la Ligue, la LFP, le but de Nuno contre Nice, ils ne l'ont pas attribué. Ils ont fait contre son camp, donc du joueur niçois. Du coup, ça annule un but à Nuno. Ça annule la passe décisive, du coup, que Dembélé avait faite. En plus de la passe décisive de João Neves, alors je crois que c'était contre Le Havre, si je dis pas de bêtises. Oui, sur le but de Barcola, parce qu'en fait, Barcola avait un peu tout fait sur l'action. Et du coup, la Ligue avait jugé que c'était pas passe D pour João Neves. Je les trouve très durs cette année dans le comptage des statistiques, puisque du coup, ça fait déjà 3 qui sautent, en fait, qui ne sont pas attribués. Donc si la Ligue pouvait être un peu plus sympa, parce qu'en plus, ça les dessert eux, en fait. Ils mettent pas en valeur leur championnat, leurs joueurs en faisant ça. Enfin, c'est ridicule, en fait. Ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt. En Bundesliga, par exemple, quand tu obtiens un penalty, ça compte comme une passe décisive.
Voilà, chez nous, non. Donc c'est vrai qu'il y a des différences entre les championnats, mais pour la valorisation du championnat, je trouve ça un petit peu idiot. Donc voilà. Donc Nuno, pareil. Nuno, c'est comme Dembélé. Il a joué 2 matchs. Donc samedi contre Strasbourg, pas titulaire. Et ça fait beaucoup en matière d'explosivité contre une équipe de Strasbourg qui va jouer, qui va être joueuse. Ils vont pas parquer le bus. Hein. Liam Rosenior, il est là pour jouer. Ils sont jeunes, ils sont insouciants, ils ont battu Marseille. Voilà, c'est une équipe qui va nous tenser au parc. Donc samedi, ça va être un vrai match que j'attends vraiment, que je redoute. J'espère qu'on va prendre les 3 points. J'en suis pas certain, j'en suis vraiment pas certain. Parce que encore une fois, faut aussi faire tourner. Faut aussi faire tourner. Je privilégie quand même la Ligue des Champions et le Classico qui arrivera après. Nuno Mendes, je le vois pas enchaîner les 3 matchs. Pareil pour Dembélé. Donc c'est maintenant qu'il faut les reposer. Donnarumma, il a joué contre la Belgique le match aller. Ils ont fait 2-2, je crois. Après, contre Israël, il n'a pas joué parce qu'il avait pris un jaune. Et en Ligue des Nations, quand tu prends 2 jaunes, tu es automatiquement suspendu pour le prochain match. Donc en fait, le sélectionneur italien a été tactique et ne l'a pas fait jouer. Fabien Ruiz a été encore une fois très bon avec l'Espagne. Donc là, vraiment, c'est vrai il revient du coup avec de la confiance, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème, Fabien Ruiz, qui est bien meilleur quand il est avec sa sélection qu'avec nous. Je crois qu'il avait fait une déclaration en disant que son entraîneur en Espagne lui demandait de jouer de manière un peu plus verticale, alors qu'au PSG, on lui demandait de patienter un peu plus. C'est peut-être une différence entre... Je pense que l'Espagne est effectivement plus verticale. Le foot en sélection est aussi très différent du foot en club, en matière de niveau et même tactiquement. Il y a Rodri derrière lui, même si c'est pas le cas du coup sur ce rassemblement, puisqu'il a les croisés. Et au PSG, je pense que voilà, dans le documentaire de Luis Enrique, il hurle sur Fabian Ruiz sur le match contre la Real Sociedad parce qu'il fait que des passes vers l'arrière. Il lui dit de jouer vers l'avant. Donc voilà, je suis pas sûr que Luis Enrique bride du coup les joueurs. Bref, donc pour samedi soir la compo, Donnarumma, Hakimi, je mets Skriniar avec Beraldo et Pacho latéral gauche. Je préfère Pacho plutôt que Beraldo à ce poste de latéral gauche. La charnière est dégueulasse. Mais je préfère reposer au moins Marquinhos. Au moins Marquinhos parce que, justement, en fait, le gap entre nos titulaires et nos remplaçants est tellement dingue que pour moi, il faut faire attention. Il faut éviter que Marquinhos se pète. Il a joué les 2 matchs en intégralité avec le Brésil. Il est plus vieux que Pacho qui est très jeune, on oublie. Marquinhos, j'ai envie de le préserver quand même parce que défensivement, il est important. Honnêtement, il est important. Contre Nice, par exemple, il fait un gros sauvetage, même si on peut penser qu'il est à la limite du contre son camp. C'est vraiment une vraie action défensive que j'ai bien aimé. Son match aussi, dans sa globalité. Donc voilà, je les préserve. Je les préserve défensivement. Au milieu, je pense que Fabian Ruiz sera titulaire, comme chaque match avant la Ligue des Champions. Personnellement, je partirais sur Joao Neves, Warren relayeur droit, parce que les deux donc n'ont pas joué en sélection, doivent prendre du rythme. Et allez, je tente Désiré Doué relayeur gauche. Parce que on a vu Désiré Doué à tous les postes, sauf relayeur, et je pense qu'en fait c'est là où il a le plus à apporter à l'équipe, avec ses projections, ses qualités dans les 1 contre 1. Donc voilà, je teste Désiré Doué relayeur gauche. Donc en attaque, Barcola, Likanguin et Kolo Muani ailier droit. Likanguin dans le rôle de faux numéro 9 parce que c'est très clair que c'est un des dépositaires de notre jeu et il doit être titulaire à ce poste. Je mets Barcola quand même pour avoir quelqu'un qui marque, quoi. À un moment donné, c'est celui qui a les meilleures dispositions face au but avec sa fameuse spéciale, donc ça c'est cool. Côté Strasbourg, il y a Ismaël Doucouré qui est suspendu, le défenseur central, milieu défensif, qui a accumulation de cartons jaunes, donc ça c'est une très bonne nouvelle, issue de leur dernier match contre Lens où ils ont fait 2-2. Donc voilà, après... Voilà, cette équipe avec des schémas très innovants, très portés sur le pressing. Ils vont se livrer, ils marquent beaucoup de buts, ils sont 7e. Donc voilà, il va falloir faire attention. Petit mot sur le nouveau trophée de la Ligue 1 qui a été dévoilé aujourd'hui. Donc je pense que vous l'avez vu passer. C'est la suite logique parce que la Ligue 1 a refait toute son identité visuel sur les dernières années, le logo a été refait donc forcément il fallait un trophée qui allait avec, puisque voilà, c'est la fin de l'Hexagone déjà, qui était en place depuis 2007 je crois, qui était un trophée assez clivant, parce que c'est vrai que c'est à la fois un trophée spécial qui différencie la Ligue 1 de tous les autres grands championnats. Par exemple, le nouveau est un peu plus normal, disons, il ressemble à d'autres trophées, NBA, Coupe intercontinentale,
Coupe du Monde aussi, vite fait. Bon, l'Hexagone était spécial. Mais c'est vrai qu'il était assez simple. Je trouve qu'il lui manquait un petit détail qui lui... qui faisait, voilà, qui manquait un petit peu d'un certain caractère. Là, on a un trophée qui est très très réussi. Il faut dire, du coup, j'ai tabassé la LFP sur l'attribution des passes décisives et des buts il y a 2 minutes, mais pour le trophée, ils ont vraiment bien travaillé. Le nouveau est très très beau, donc comme j'ai dit, il ressemble à la NBA. La Coupe intercontinentale qui opposait, jusqu'à il y a 20 ans, je crois, le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Copa Libertadores. C'était des matchs intéressants, enfin, depuis, il a été remplacé du coup par la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, c'est vrai qu'une opposition entre un club européen et un club sud-américain, c'est un match, par exemple, que j'ai hâte de voir sur la prochaine formule de Coupe du Monde des clubs. Mais bref, Coupe d'ailleurs intercontinentale, donc qui était jouée par le vainqueur de la Ligue des Champions. Le seul vainqueur de la Ligue des Champions qui ne l'a pas joué, c'était l'OM, après leur victoire du coup en 93, à cause de l'affaire VAOM. Voilà. La FIFA les avait bloqués. Ils avaient interdit l'OM de jouer ce match. Parce que tout simplement, c'était une équipe corrompue à l'époque, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que ce nouveau trophée lui ressemble étrangement à cette coupe intercontinentale. À la NBA aussi, franchement, trophée NBA machin. Donc ça fait plaisir. Le petit collier, là, la petite médaille qui est donnée aux joueurs aussi, c'est vraiment... Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, ça donne encore plus envie de remporter cette Ligue 1, dans laquelle, on le rappelle, on est actuellement 2e derrière Monaco. Place à récupérer dès samedi soir. On se retrouvera bien sûr à ce moment-là, juste après le coup de sifflet final, pour débriefer ce PSG Strasbourg. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous, et je vous embrasse. Voilà, allez Paris, bien sûr, et on se retrouve samedi les gars. Ciao.